Bonjour à tous. Je suis absolument ravie de votre participation aux uns et aux autres. Et je me réjouis de l'intérêt suscité par la formation internationale. Alors, on n'était pas loin d'une centaine de pré-inscrits. Donc, je pense que beaucoup de gens nous rejoindront au fur et à mesure de l'exercice. Mais du coup, sans attendre, je souhaitais remercier tout particulièrement le ministère des Affaires étrangères et notamment Sandrine Bourguignet et Jordan Barlemont qui soutiennent cette formation. Également la participation de plusieurs ambassades. Parmi les inscrits, nous avons les ambassades du Brésil, de Madagascar, d'Argentine, de République démocratique du Congo, de Hongrie, des ministères de la culture et de l'environnement aussi à l'international, de nombreux alumni, deux animateurs, co-animateurs de la formation et donc avec moi-même trois co-animateurs de la formation sur les quatre. Également le Centre des Monuments Nationaux qui fait partie du comité de pilotage de cette formation. Des membres du réseau des grands sites de France, l'école du patrimoine africain. Et voilà, tout ça pour indiquer en fait un peu qui est autour de la table et à qui vous pourrez potentiellement adresser vos questions euh, à la fin des présentations et qui seront en capacité de répondre aux interrogations que vous pourriez avoir. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est de présenter la formation internationale que le réseau des grands sites de France porte depuis maintenant près de 15 ans, et de vous permettre pour la première fois d'échanger avec ceux qui sont passés ou la connaissent, j'allais dire, de l'intérieur, pour soit vous en faire le relais, soit directement évaluer si elle correspond à vos attentes et vos ambitions, et également vous accompagner dans l'élaboration de votre candidature puisqu'il s'agit aujourd'hui officiellement de l'ouverture des candidatures à la formation internationale, de la période de candidature. Si je reviens un petit peu en amont, donc cette formation qui s'intitule Construire ensemble l'avenir des sites patrimoniaux, élaborer et mettre en œuvre une gestion durable, s'appuie sur une expérience qui est celle du réseau des grands sites de France, que j'ai le plaisir de diriger. Le réseau des grands sites de France est l'association française des collectivités territoriales qui sont engagées en partenariat avec le ministère français de l'Environnement dans la démarche Grands sites de France, qui est une démarche qui vise à assurer une préservation durable sur les paysages les plus emblématiques de notre pays. Elle a été créée en 2000, notre action internationale en 2010, et vous pourrez trouver de plus amples renseignements sur notre site internet. Le réseau des grands sites de France réunit aujourd'hui une grosse cinquantaine de collectivités territoriales, tous gestionnaires de l'un de ces sites emblématiques, dont 22 ont obtenu un label d'excellence extrêmement exigeant qui est décerné par le ministre en charge de l'environnement français à la suite d'un projet de territoire qui permet de résoudre les difficultés que peut connaître le site sur le terrain. Derrière chacun des points que vous voyez sur cette carte, c'est donc à la fois un paysage différent, mais aussi une collectivité territoriale, des gestionnaires, élus et techniciens différents qui sont amenés à échanger, partager leurs expériences les uns avec les autres pour s'enrichir les uns des autres, mais également à travers notre pôle international, partager leur expérience à l'international. Et ça représente à peu près des territoires extrêmement variés dont vous allez voir quelques-uns de ces paysages en photo, euh, mais environ 1,2 million d'habitants et plus de 40 millions de visiteurs annuels
C'est dire à la fois la notoriété, mais aussi l'enjeu de préservation et la puissance des pressions qui peuvent s'exercer sur ce territoire et donc l'enjeu de bien les gérer. Donc vous avez des paysages extrêmement variés, on est en train d'en balayer certains, peut-être est-ce que vous les connaissez. On a vu la Camargue gardoise, on a vu Sainte-Victoire, on a vu le Marais Poitevin. Ce sont des paysages lacustres, maritimes, de montagne. Euh, Ce sont également des villes ou villages inscrits dans des grands paysages. Tous ont cette spécificité d'être habités, d'être vivants, d'être évolutifs et d'être des vecteurs d'un développement économique pour les territoires qui les abritent. Et c'est un aspect important de notre action que justement de favoriser cette irrigation du patrimoine dans l'économie et le cadre de vie des habitants. Ces sites abritent tous en fait en leur cœur une partie qui est protégée par l'État, qui est classée au titre d'une loi française qui date de 1930, qui est donc très ancienne. Mais le classement, en général, ne suffit pas à assurer à la fois la coordination des différents acteurs qui ont à intervenir à travers leur politique publique ou leur action privée sur les territoires, et ne suffit pas à la gestion quotidienne des territoires, d'où cette idée assez innovante du réseau, enfin de la politique des grands sites de France, qui est de mettre en place un projet de territoire partenarial entre une collectivité territoriale euh, qui est auprès des habitants et qui est l'émanation de la volonté locale et d'un savoir-faire local et d'une connaissance locale, et puis l'État qui garantit un niveau d'exigence national et également un niveau euh, voilà, enfin, le service de la puissance publique qui est également au service de ces projets de territoire. On l'a dit déjà, la politique des grands sites de France a un objectif principal qui est celui de trouver un équilibre durable entre un site exceptionnel dont le paysage doit être impérativement préservé parce qu'il fait partie du patrimoine national, mais également du patrimoine local, des visiteurs qui veulent découvrir ce site dans des conditions d'accueil satisfaisantes et connaître une expérience de tourisme durable qui soit à la hauteur de la qualité du site et de leurs expectatives, et puis des habitants qui ont à cœur de participer au projet de territoire, qui ont à cœur leur cadre de vie et qui ont également des activités économiques et à qui le site peut assurer des revenus, notamment à travers les revenus directs et indirects du tourisme. L'expertise des grands sites de France, c'est une expertise relève principalement du champ de la gestion intégrée. Et c'est cette idée, finalement, qu'il faut un chef d'orchestre pour assurer la gestion au quotidien du site, mais aussi mettre en coordination et en transversalité toute une série de politiques publiques et toute une série d'acteurs dont l'action va avoir un impact sur la qualité paysagère et le développement local. Et à travers cette attention au paysage, on va aborder des enjeux évidemment de patrimoine, d'aménagement touristique et j'allais dire même de ménagement des sites, de transition énergétique et de climat plus récemment, de biodiversité, de tourisme durable et de gestion durable de la fréquentation, on l'a évoqué, de mobilité, d'entrepreneuriat de territoire. Et tout ça avec cette idée qu'il y a un certain savoir-faire, et c'est ce savoir-faire qu'on souhaite transmettre, à mettre en place une gouvernance participative à la bonne échelle
qui intègre les acteurs qui ont vocation à participer au projet de territoire et au rayonnement du site sur son territoire et à sa préservation. Donc, comme l'a présenté Soline, tous ces domaines d'expertise et l'expérience qui a été acquise depuis plus de 25 ans dans les domaines, dans les grands sites de France, elle est partagée aujourd'hui à l'international via donc le pôle international francophone des sites patrimoniaux, qui est une cellule, on va dire, internationale, aussi partenariale, qui permet de partager cette expérience à, à l'international depuis 2010. Et donc, ce pôle international, aujourd'hui, a deux grands axes d'action, à la fois la formation continue des gestionnaires francophones des sites patrimoniaux. Donc, cela prend la forme notamment de la formation internationale qu'on va vous présenter aujourd'hui, mais aussi de webinaires d'information tout au long de l'année, une à deux fois par an, de bases de données, de publications qui sont diffusées, et puis d'appui à l'ouverture internationale des grands sites de France et de l'appui aux coopérations techniques, par exemple, à la demande de certains sites pour pouvoir développer certains sujets et des partages d'expériences. Au sein du comité de pilotage, on retrouve de nombreux partenaires, dont le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères aujourd'hui présent, mais également le ministère de la Transition écologique et le ministère de la Culture, une région, Bourgogne-Franche-Comté, des institutions culturelles, patrimoniales, comme le Centre des patrimoines mondial, et puis des têtes de réseau aussi de patrimoine naturel et culturel, comme l'Association française des biens du patrimoine mondial, ICOMOS France, UICN France, le CNN, etc. Voilà, qui sont réunis en partenariat et qui collaborent dans le cadre de l'action internationale des grands sites et de cette formation internationale qu'on va vous présenter aujourd'hui. Rejoindre et participer à la formation et prendre part à ces activités, c'est aussi rejoindre une communauté de professionnels du patrimoine, puisque au fur et à mesure des formations, des actions internationales que l'on porte, l'idée, c'est vraiment de fédérer des acteurs dans le monde entier pour partager leur expérience avec des grands sites, mais aussi pour partager des expériences entre eux à différentes occasions et pouvoir partager ces valeurs de développement durable. Pour vous présenter en fait donc la formation internationale elle-même. Cette formation internationale, c'est une formation continue au métier de gestionnaire de site qui a été pensée dans une dynamique d'apprentissage mutuel, c'est-à-dire que c'est vraiment une formation entre pairs. Les animateurs, les intervenants sont tous des professionnels issus soit de notre réseau, soit d'autres réseaux et d'autres expériences. De la même manière, l'idée est que les participants puissent s'enrichir, tous professionnels, de l'expérience des uns et des autres. Les formats sont de ce fait très participatifs, hein, y compris dans la présentation par chacun des alumni de la formation qui vont participer à la session de son projet, voire d'une expérience particulière qui mérite l'attention des autres. Cette formation, elle associe un séminaire et un stage professionnel, c'est-à-dire qu'il y a une semaine, j'allais dire en salle, mais avec pour autant des sorties de terrain, et ensuite 3 jours qui sont vraiment sur le terrain, sur un territoire spécifique. Ce sont des intervenants et des participants d'horizons extrêmement variés, à la fois géographiques, mais également du point de vue de la diversité des sites participants et des intervenants à la formation qui peuvent porter des expériences qui concernent plus particulièrement des sites naturels, des paysages culturels, des sites archéologiques et qui peuvent venir des quatre coins du monde. Ce sont également des enseignements méthodologiques et pratiques, puisqu'on va alterner entre de la méthode et vraiment des expériences et des exemples extrêmement concrets
à la fois sur le terrain et en salle, de la manière dont ces méthodes ont pu se développer, se mettre en place avant même d'être capitalisées. Et donc, je disais, des séances en salle et des sorties terrain. Cette formation s'inscrit dans le double objectif du pôle international qu'anime le réseau des grands sites de France, qui est à la fois d'assurer une montée en capacité des gestionnaires, mais également potentiellement de pouvoir déboucher sur des partenariats un petit peu plus installés dans le temps, qui peuvent aller jusqu'à des coopérations. Donc la formation, je l'ai dit, s'inscrit en 3 temps. Du 8 au 14 juin 2026, on aura un séminaire intensif en Bourgogne sur un grand site de France, qui est un paysage patrimonial et un site archéologique, et un musée. Puis du 14 au 17 juin 2026, c'est un moment d'immersion individuelle de chacun des participants, chacun sur un terrain différent. Et enfin, tout le monde se rassemblera le 18 juin pour une journée de clôture qui généralement est accueillie par l'un de nos partenaires. Les 2 précédentes clôtures ont été accueillies, on les en remercie, par le Centre des Monuments Nationaux euh, à la Cité internationale de la langue française pour la précédente formation et à son siège parisien pour celle d'avant. Le séminaire intensif, si je précise un petit peu sur cette semaine, est accueilli donc par le Grand Site de France Bibracte Morvan des Sommets. Et il comporte un certain nombre de modules thématiques qui vont porter sur la définition collective et partagée des valeurs naturelles et culturelles d'un site et comment elles fondent un projet de territoire, sur la gouvernance et l'élaboration du projet lui-même, sur l'accueil des visiteurs et les aménagements d'accueil des visiteurs dans l'esprit d'une démarche paysagère qui soit vraiment au service d'une très grande sobriété d'approche, sur le travail avec les habitants et la médiation, sur le tourisme durable, puisqu'on l'a vu, l'une des grandes euh, expertises du réseau des grands sites de France, c'est la gestion du tourisme. Mais également, depuis la précédente formation, on a introduit un module sur l'adaptation de la gestion aux risques et au changement climatique qui nous touche tout autant en France qu'à l'international. Il y a donc des ateliers participatifs, notamment un atelier à la gestion de site. De nombreux intervenants, certains sont des gestionnaires de sites membres du réseau des grands sites de France, certains appartiennent à l'équipe d'animation du réseau des grands sites de France qui compte une petite dizaine de personnes, certains appartiennent à d'autres réseaux, le centre des monuments nationaux a pu intervenir, l'Association des biens français du patrimoine mondial, ICOMOS France, l'Union internationale, en tout cas le Comité français de l'Union internationale euh, pour la nature, etc. Et puis des sorties terrain qui vont permettre effectivement de comprendre à la fois sur, en général, un site du patrimoine mondial bourguignon et le site de Bibracte qui est inscrit dans la démarche Grand Site de France, concrètement de quoi on parle et de rencontrer des acteurs de terrain. Et puis, à la suite de cette semaine qui est très dense, il faut l'avouer, il y a un départ pour chacun des participants vers un site d'immersion individuelle, qui est un site qui peut être l'un des 50 sites du réseau des grands sites de France, mais qui peut être aussi un site d'autres réseaux partenaires de la formation internationale. J'ai cité en particulier les biens français inscrits sur la liste du patrimoine mondial, mais il peut y avoir aussi des villes inscrits dans des réseaux de protection du patrimoine, par exemple, ou du patrimoine bâti du Centre des Monuments Nationaux. Et à chaque fois, le stagiaire, l'alumni, il trouvera un accueil qui est personnalisé par l'équipe de gestion et un programme qui a été conçu sur mesure
par rapport à ses points d'attention et les enjeux qu'il porte et les sujets sur lesquels il a le plus besoin de monter en compétences. Là, donc, on est vraiment dans un programme totalement sur mesure. Et puis enfin, cette journée de clôture que j'évoquais, qui est un petit peu plus officielle, un petit peu plus solennelle peut-être, mais qui permet aux alumni et aux partenaires de cette formation, on a vu qu'ils étaient nombreux, y compris les ministères et les instances plus institutionnelles qui nous accompagnent, de se rencontrer, d'échanger, de nouer des liens. Et puis pour chacun des alumni, de partager les conclusions et les feuilles de route individuelles qu'ils auront pu élaborer, puisque l'idée est que chacun vienne avec une problématique propre au site qu'il va représenter, puisque chacun est gestionnaire d'un site spécifique et reparte avec une feuille de route qui lui est propre, qu'il aura lui-même retirée de l'ensemble des expériences auxquelles il aura pu être confronté à l'occasion de cette formation. Alors, avant d'aborder les processus de candidature et critères d'éligibilité, je souhaitais passer la parole à deux des co-animateurs de la formation internationale, et tout d'abord à Lassina Simporé, qui est docteur en archéologie de l'université de Ouagadougou, et qui a été alumni de cette formation et qui en est maintenant co-animateur depuis déjà de nombreuses années. Euh, les gens m'appellent Sempore Lassina. Je suis archéologue et j'ai bénéficié à plusieurs reprises de cette formation en tant qu'alumni puis en tant qu'animateur. Et comme Céline vient de le dire brillamment, c'est vraiment une formation intensive. C'est-à-dire que quand on y participe, le programme est fait de telle sorte qu'on devrait voir beaucoup de modules, plusieurs modules en peu de temps. Bon. Ensuite, c'est une formation qui intéresse les gestionnaires, les porteurs de projets ou bien des gens qui font partie d'une équipe de gestion ou d'autres personnes qui souhaitent améliorer leur pratique professionnelle. Personnellement, j'ai découvert la formation juste après l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de notre premier bien, notamment les ruines de l'Européenie. Et nous avions des défis, plusieurs défis à l'époque. Il fallait améliorer la gestion du bien et notamment faire venir du public pour découvrir ce patrimoine archéologique. Et surtout, fallait aussi travailler à pouvoir inscrire d'autres sites sur la liste du patrimoine mondial. Et le programme qui nous avait été proposé à l'époque vraiment m'a permis d'atteindre ces objectifs-là. Et parlant d'esprit, j'aimerais dire que le partage de pratiques entre, si je peux m'exprimer ainsi, sites avancés et sites débutants. Voilà, des gens qui ont déjà géré, qui ont l'expérience de gestion, qui gèrent des grands sites, mais aussi des gens qui ont de tout petits sites très, très, très intéressants. OK. Ensuite, je retiens aussi que l'esprit, c'est un mélange de théorie et de pratique. Voilà. On apprend en salle, mais on apprend aussi sur le terrain, d'abord à Bibracte, puis dans la région de Bibracte, et enfin sur les sites d'immersion. Autre esprit que je vois, c'est l'esprit groupe que cette formation permet de mettre en place. Parce qu'après la formation, il y a des affinités qui se créent, d'abord entre les, les gens qui bénéficient de la formation, mais aussi entre celui qui est formé et son site d'immersion. Et c'est très intéressant pour la suite. Et un autre aspect que, surtout en Afrique, nous ne mettons pas assez l'accent, c'est l'esprit territoire. Moi, j'ai beaucoup apprécié et j'aime beaucoup cette approche-là, de cerner l'aspect territoire. Parce que la plupart du temps, les gestionnaires sont centrés, mettent l'accent juste sur les sites à gérer. Comment faire voilà, la conservation, la préservation, peut-être comment attirer du public, mais on ne place pas les sites dans un territoire, hein, en le mettant en relation peut-être avec des musées,
peut-être avec des écoles, des sites d'hébergement, ainsi de suite. Et cet esprit-là, vraiment, j'apprécie et je fais tout pour que les autres gestionnaires de sites que je rencontre là, je puisse aussi leur inculquer cela. Et dernière chose euh, que je retiens, c'est l'aspect documentation. Euh, Pendant la formation, nous recevons beaucoup de documentation. C'est vrai qu'il y a l'aspect bagage, kilo, qui entre en ligne de compte, mais ça a été résolu à travers maintenant la numérisation. Mais au-delà de ce que nous recevons pendant la formation, il y a que une bonne documentation existe sur les sites du réseau, le site du pôle international des sites patrimoniaux. Et vraiment, celui qui veut se documenter, celui qui veut améliorer ses connaissances en matière de gestion, peut aller sur ces sites-là et avoir les informations de gestion. Voilà un peu ce que je voudrais dire pour apporter ma pierre pour cette réunion d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lassina. C'est donc Soline Archambault qui reprend la parole pour ce partage d'expérience voilà, extrêmement clair et pragmatique qui, j'espère, éclaire un petit peu ce que chacun peut trouver dans cette formation. Je souhaitais également donner brièvement la parole à Marielle Richon. Marielle Richon est également co-animatrice de la formation et est à la fois membre du comité français d'ICOMOS et ancienne administratrice du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO. Marielle, si tu veux nous partager quelques mots. Je voulais juste compléter un peu ce que Lassina vient de dire, à savoir que la formation vise à comprendre un peu tous les objectifs des plans de gestion, à comprendre comment on peut s'approprier ces notions par rapport à son propre site, puisque chaque site est absolument singulier. Je voulais dire également que parmi les participants, il peut y avoir des participants d'horizons très divers qui gèrent des sites très différents, soit des sites en devenir par rapport à la liste du patrimoine mondial, qui seront candidats dans l'avenir, ou bien des sites qui appartiennent à d'autres conventions, comme la convention de Ramsar, ou bien des sites qui font partie du réseau de l'homme et la biosphère, ou bien des géoparcs, par exemple. Donc, nous ne sommes pas cantonnés exclusivement et pas focalisés sur le patrimoine mondial, mais c'est une formation qui s'adresse de manière beaucoup plus large à des sites beaucoup plus très différents. Autre chose, ce n'est pas une formation qui est juste une formation cantonnée dans le temps. C'est-à-dire que on demande aux candidats de faire un travail en amont lorsqu'ils sont sélectionnés pour déjà présenter leur site à leurs pairs et essayer de débroussailler et leur faire comprendre quels sont les défis à mener, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent, comment ils se posent les questions liées à d'éventuelles solutions. Et on leur demande également, à l'issue de la formation, de rédiger un peu une feuille de route sur les actions qu'ils vont essayer de mener au retour. Et on leur demande également de ne pas hésiter de rester en contact avec leurs pairs, les autres participants qu'ils ont rencontrés, puisque ce réseau est essentiellement destiné justement à rompre l'isolement de certains gestionnaires de sites. Euh, c'est la chance qu'ils ont de pouvoir se relier avec leurs pairs et leur poser des questions ponctuellement ou régulièrement. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter à
À toi, Lassina. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marielle, de cet éclairage qui effectivement, je partage, indique bien cette formation comme étant une étape dans une trajectoire professionnalisante au service de la gestion d'un site. Je passe la parole maintenant à Céline, qui va vous présenter de manière plus précise, en fait, les modalités de candidature. Oui, merci Soline. Donc, par rapport au processus de candidature et les critères d'éligibilité, voilà, on va revenir sur certains éléments un peu plus techniques euh, des candidatures. Donc, peut-être la diapo suivante. Donc, tout d'abord, le public éligible. Les personnes qui sont amenées à candidater, ce sont des professionnels francophones en poste sur des sites patrimoniaux, naturels et ou culturels ou des paysages. Donc, dans ce contexte, ça peut relever de profils variés, c'est-à-dire on peut avoir des personnes qui vont avoir des responsabilités, être cadre ou être agent, responsable de projet au sein de l'administration centrale ou des services déconcentrés de l'État, par exemple. Ça peut aussi concerner des agents de collectivité territoriale, voire des élus. On a pu avoir aussi des candidatures d'élus, voilà, parce qu'ils portent un projet patrimonial sur leur ville, sur leur territoire. Également des ONG qui développent par exemple des projets de mise en découverte ou d'écotourisme sur des territoires et donc qui sont acteurs de la mise en découverte de, d'un patrimoine, mais également des privés, notamment de l'économie sociale et solidaire, parce qu'ils mettent en œuvre des projets participatifs avec les habitants pour mettre en valeur leur territoire et leur patrimoine, ou bien par exemple également on a pu avoir des candidatures de professionnels aussi du tourisme, voilà, qui développent une activité qui justement peut avoir des impacts et qui peut aussi chercher à se mettre complètement au service du site. Et dans ce sens-là aussi, ils sont les bienvenus pour candidater à cette formation. Donc voilà, à travers tous ces profils-là, on voit bien que le panel de candidatures peut être grand. On peut aussi bien avoir des personnes qui vont être en responsabilité stratégique sur les sites, responsables ou contributeurs au plan de gestion, mais également des personnes de terrain, en fait, qui vont avoir une action quotidienne sur le site et mettre en œuvre des projets. Donc, c'est bien toutes ces strates qui sont intéressantes à avoir dans le public. Et en revanche, peut-être les publics qui ne sont pas éligibles, puisqu'on est sur de la formation continue et professionnelle entre pairs, ne sont pas éligibles les étudiants qui ne sont pas en responsabilité sur un site, ou voilà, en charge de la gestion de projets patrimoniaux directement, mais qui ont seulement le statut d'étudiant, ou de chercheurs qui peut-être étudient les sites, mais qui ne sont pas forcément directement liés à des responsabilités justement dans la gestion du site, ou des professionnels non francophones, c'est-à-dire avec un niveau de français insuffisant et qui ne pourraient pas prendre part aux échanges et suivre le séminaire dans son intégralité. Donc, on estime à peu près que en dessous d'un niveau B2, c'est peut-être compliqué de faire partie, de candidater à la formation, d'autant plus que le processus de candidature demande également à fournir de nombreux éléments détaillés, descriptifs. De mission, de site, etc. Donc le dossier, tout le processus également demande une maîtrise du français. Donc l'appel à candidature, comme on l'a dit, est officiellement ouvert à partir d'aujourd'hui jusqu'au 5 septembre 2025 et vous pouvez accéder à tout le dossier de candidature sur notre site internet. Vous avez, comme je le disais, le processus est long et donc il ouvre aujourd'hui, mais l'idée, ce n'est pas forcément de répondre le plus vite possible. Toutes les candidatures déposées jusqu'au 5 septembre seront étudiées et prises en compte et c'est un dossier qui demande du temps à monter déjà parce que le formulaire de candidature demande à la fois à remplir des informations pratiques euh, très détaillées sur le site qui est représenté, le projet de gestion, les attentes des candidats durant la formation. Voilà, c'est un processus qui est long, donc il faut au moins à minima 1 heure déjà pour le formulaire de candidature.
mais c'est également dans le formulaire, il y a une attente et dans les éléments à transmettre, la personne doit également avoir le soutien de son administration. Et ça aussi, la candidature, ça prend la forme de courrier officiel qui autorise la candidature de la personne, de l'agent d'un ministère ou d'une collectivité, etc. Mais également qui s'engage sur le plan financier à voilà, prendre en charge à minima un poste de dépense. Et j'y reviendrai tout à l'heure dans les coûts de la formation. Donc voilà, tous ces éléments-là doivent être transmis en français. Alors, sauf pour les documents officiels, peut-être des administrations, qui font que voilà, on peut avoir des éléments, des lettres de recommandation ou des lettres d'administration en anglais. Par contre, tous les autres éléments doivent bien être en français et, si possible, écrits directement sans traducteur automatique ou intelligence artificielle, ce qui peut nuire des fois à la lisibilité des éléments, quitte à ce qu'il y ait finalement des fautes d'orthographe ou c'est pas pour ça qui est important. Voilà. Le jury de sélection a lieu en octobre. Les candidatures sont instruites par le réseau des grands sites de France, mais la sélection est effectuée par le comité de pilotage qu'on a présenté précédemment. Donc c'est bien une démarche collégiale qui sélectionne les candidats et plusieurs critères sont pris en compte, à la fois la pertinence du site patrimonial, qui n'a pas forcément besoin d'avoir un statut de reconnaissance forcément international, on l'a dit. Donc c'est vraiment tous les types de sites, mais un site qui a des caractéristiques paysagères, culturelles et naturelles aussi pertinentes au regard de la formation. Le profil du candidat, ses fonctions, également la maîtrise du français, l'adéquation avec les formations reçues précédemment, l'équilibre géographique, puisqu'on a maximum deux candidats d'un même pays qui peuvent être sélectionnés pour pouvoir avoir une grande diversité de profils représentés, et également un équilibre dans la typologie des sites pour avoir des sites naturels, des sites culturels, des sites archéologiques et de ne pas avoir voilà, trop de la même typologie, mais bien une grande représentativité des différents types de patrimoine et une parité entre hommes-femmes également, qui est important dans le cadre de la sélection de la formation. Le calendrier, pour rappel, vous l'avez ici. L'appel à candidature d'aujourd'hui jusqu'au 5 septembre. L'instruction des candidatures jusqu'à début octobre avec un entretien de tous les candidats pour pouvoir voilà, un petit peu préciser des fois le projet et les éléments du dossier de candidature, une notification au candidat qui va être faite en octobre et un accompagnement à la fois administratif, financier et pédagogique des candidats qui vont être sélectionnés jusqu'à la formation, puisqu'il y a un certain nombre de démarches pour préparer la formation et puis pour effectuer le voyage jusqu'en France et venir se rendre à la formation. Et durant tout ce processus-là, on vous accompagne à toutes les étapes, voilà, pour pouvoir réaliser et concrétiser ce séjour de formation en France. Les coûts de la formation, on a trois coûts, trois postes de coûts, sachant que dans les candidats sélectionnés, il faut bien que tous les postes de dépenses soient couverts pour pouvoir participer concrètement à la formation. Cependant, pour les candidats qui viennent de pays où peut-être qui bénéficient de l'aide publique au développement ou de pays moins développés, ce qu'on demande, c'est d'avoir au moins un des postes de dépenses qui soit pris en charge par une administration locale, employeur ou partenaire, mais voilà, qui puisse prendre en charge soit le déplacement international, qui peut être très variable, vous comprenez, en fonction du pays d'origine, mais aussi du moment où les billets d'avion et les visas sont demandés et sont achetés. Le deuxième poste qui va être les frais de séjour en France. Donc, on est sur une formation de 11 jours avec de l'hébergement, de la restauration, mais aussi des transports sur le territoire national. Donc, qui est estimé entre 1100 et 1800 euros à peu près pour toute la formation avec train, déplacement tout compris. Et les frais pédagogiques, inscription à la formation, qui sont un prix fixe de 1500 euros. Voilà, donc notamment dans le dossier de candidature, on demande de préciser, de confirmer les prises en charge qui doivent être validées par les courriers, notamment de l'administration. Merci beaucoup Céline pour ces précisions. Je souhaiterais maintenant, avant de passer la parole à
alumni pour témoigner, peut-être avoir un petit mot de Sandrine Bourguignas et Jordan Barlemont du ministère des Affaires étrangères, qui sont donc partenaires de cette formation depuis l'origine et qui assurent un relais de la formation, notamment à travers le réseau des postes et des ambassades françaises à l'international. Sandrine et Jordan, peut-être est-ce que je vous Oui, laisse la parole? oui, bonjour à tous. Je suis donc Sandrine Bourguignat. Je suis en charge des questions de patrimoine et de restitution pour les zones Afrique, Asie et Océanie au sein de la direction de la diplomatie culturelle du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Notre ministère, en lien avec le ministère de la Culture et les opérateurs comme l'AFD Expertise France, s'investit beaucoup dans les projets de coopération patrimoniale, car d'une part, l'expertise française dans ce domaine est reconnue à l'international, et ensuite, il s'agit d'un levier de développement économique important qui bénéficie donc à l'attractivité touristique des territoires et qui peut aussi renforcer leur cohésion, comme ça a été un peu indiqué précédemment. Pour le patrimoine naturel qui nous intéresse aujourd'hui, les projets relatifs à sa protection s'inscrivent en plus dans un certain nombre de priorités de notre ministère. Je pense notamment à la lutte contre le réchauffement climatique, la préservation de la biodiversité, et puis pour l'Afrique aussi dans le cadre de l'agenda transformationnel qui vise un peu à renouveler nos partenariats. Et puis, ces questions de coopération sur le patrimoine naturel nous permettent aussi de toucher des populations au-delà des grandes villes et des capitales, donc de toucher d'autres publics. Et enfin, la protection du patrimoine et des grands sites s'inscrit un peu dans un continuum avec ce qu'on fait aussi en soutien pour les fouilles archéologiques, parce que quelquefois, ce sont des sites voilà, de fouilles archéologiques qui sont ensuite protégés comme grands sites et puis valorisés. Et donc, ça nous permet un peu d'étendre voilà, les projets à d'autres types de formations et au développement d'une expertise locale complémentaire. Donc, pour tous ces projets de coopération patrimoniale, on a différents instruments qui vont du soutien financier sur certains projets, qu'on appelle des FEF, Fonds Équipe France, des mobilités qui peuvent être financées aussi par le biais des bourses patrimoine pour l'Afrique qui permettent en fait à des étudiants, plutôt les professionnels africains, de suivre un cursus en France dans ce domaine. On peut aussi mettre à disposition des experts techniques internationaux dans certains cas par l'intermédiaire d'Expertise France. Et pour ce qui nous réunit aujourd'hui, on soutient bien sûr l'organisation de cette formation internationale proposée par RGSF parce qu'elle répond vraiment à un besoin spécifique en matière de patrimoine naturel, puisque les autres instruments vont souvent concerner du patrimoine matériel construit. Et puis donc à ce titre, on subventionne donc en partie, on soutient financièrement cette formation, et puis on participe aussi au comité de sélection pour qu'il y ait une certaine cohérence avec voilà avec la coopération qu'on peut engager par ailleurs. Et donc cette formation, l'intérêt pour nous, c'est aussi elle contribue à la mise en réseau des professionnels qui vont ensuite pouvoir travailler ensemble peut-être sur d'autres projets. Et donc elle constitue un catalyseur en fait de nouvelles coopérations voilà, entre alumni parfois ou en lien avec nous ensuite. Voilà, donc je vais laisser la parole à Jordan pour les aspects de coopération décentralisée. Oui, merci beaucoup Sandrine. Bonjour à toutes et tous. Alors évidemment, je m'inscris dans la continuité des propos qui ont été tenus par Sandrine, puisque je représente également le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, à travers une autre direction en revanche, à savoir la délégation pour les collectivités territoriales et la société civile, et plus spécifiquement le pôle collectivité territoriale. Alors le pôle collectivité territoriale, il soutient les collectivités territoriales et les associations de collectivités territoriales dans les actions qu'elles sont en mesure de mener avec leurs partenaires étrangers, en l'occurrence des autorités locales étrangères, de manière à faire rayonner les territoires, renforcer leur attractivité et mettre en œuvre la solidarité internationale. Et donc, dans ce cadre, la délégation que je représente met en œuvre sa stratégie de soutien à la coopération décentralisée. La délégation pour les collectivités territoriales, elle dispose donc d'un partenariat assez solide avec le réseau des grands sites de France, et donc plus particulièrement avec le pôle international.
C'est une collaboration de longue date qui a permis de voir émerger de nombreux projets à l'étranger, qui a permis d'ouvrir le réseau des grands sites de France à l'étranger, à l'international, et de valoriser justement son expertise. Alors, on a eu l'occasion de le faire à travers la prise en charge financière de missions exploratoires à l'étranger. Je pense notamment à une mission menée par le RGSF assez récemment en décembre 2024 avec la région ouest du Cameroun pour un partage d'expérience en matière de gestion durable des sites patrimoniaux. On a la chance également d'avoir le réseau des grands sites de France en tant que membre de notre comité de sélection de notre appel à projet patrimoine qu'on lance annuellement. Donc un projet qui s'intéresse à un appel à projet pardon, qui met en œuvre des projets de coopération décentralisée. Et pour le sujet qui nous réunit aujourd'hui, évidemment, nous participons au soutien de l'élaboration des activités de la formation internationale qui fait l'objet du présent webinaire, avec également, comme le disait tout à l'heure Sandrine, la participation de nos directions respectives au comité de pilotage et au comité de sélection, qui permettent de sélectionner les candidats qui rejoignent et qui intègrent la formation. Donc voilà quelques éléments complémentaires avec une formation, je voudrais le souligner quand même, une formation internationale qui fait l'objet de retours extrêmement positifs tous les 2 ans lorsqu'elle est lancée. Et donc la DCT-CIV est vraiment très heureuse de pouvoir contribuer à ce partenariat et pouvoir le poursuivre surtout à travers une nouvelle et prochaine édition qui sera lancée en 2026. Donc merci à toutes et tous. Merci infiniment à tous les deux déjà de votre soutien aussi manifeste à nos actions et puis surtout d'avoir resitué finalement la place de cette formation dans une partie de l'action internationale de la France. Et je pense que l'ensemble des synergies qui ont pu être évoquées, tout comme les liens entre cette formation et puis concrètement un certain nombre d'actions qui peuvent être menées sur le terrain par, dans d'autres pays que la France, avec parfois notre intervention, montre aussi le rayonnement, les suites que peut porter cette formation. Vraiment, merci beaucoup. Je vais passer très rapidement la parole à deux alumni de la formation qui peuvent nous partager leur ressenti, leur expérience, puisqu'ils ont tous deux participé à la dernière édition de la formation. Et tout d'abord, Guy Mpoenda, qui est responsable du développement et de la promotion touristique Éco-Bénin et qui travaille sur le site du Koutamakou. Oui, bonsoir à tous. Désolé, je ne peux pas activer ma caméra en attendant. Comme vient de le dire Soline, je suis Guy Nda. Voilà, je suis chargé de développement de la promotion et de la promotion touristique sur la route des Tata. C'est au sein de l'ONG Éco-Bénin. J'interviens principalement sur le site de Koutamakou, qui a un paysage culturel transfrontalier inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui est situé au nord du Bénin et du Togo. Et comme je viens de le dire, c'est un site transfrontalier. C'est un territoire vivant, à la fois porteur de traditions séculaires et qui est confronté à des enjeux contemporains comme le changement climatique, la pression touristique ou encore l'évolution des pratiques agricoles. Donc en 2024, j'ai eu l'occasion de participer à la 9e édition de formation internationale organisée par le réseau des grands sites. Donc cette formation a été pour moi une expérience très particulièrement enrichissante. Et ce qui m'a le plus marqué durant cette formation, c'est l'approche très concrète et participative de la gestion des sites patrimoniaux. À la formation, on ne se contente pas de parler de conservation. On parle de projets de territoire, de gouvernance locale, d'éducation, de tourisme durable et de changement climatique. En fait, le fait d'alterner entre modules théoriques et visites de terrain, et y compris les immersions sur les sites là, cela m'a permis de mieux comprendre la complexité d'une gestion intégrée du patrimoine. Je peux citer comme moment fort là, mon immersion au grand site de Navacelles, qui est l'un des grands sites de France, où j'ai pu observer de manière concrète
comment un territoire rural mobilise ses acteurs autour d'une version partagée, hein, autour de la protection et du développement. Donc, deux idées fortes me sont restées en tête et je suis en train de les mettre en œuvre sur notre destination ici, et sur notre site aussi. D'abord, il s'agit de la gestion durable de la fréquentation touristique. Donc, sur un site comme le nôtre, où l'authenticité est la première richesse, il est essentiel de réguler l'accueil et de protéger les zones sensibles, tout en proposant une expérience de qualité et de bons choix, quoi. Donc, cela passe par des itinéraires clairs, hein, des infrastructures et une bonne sensibilisation des visiteurs. L'autre point fort qui m'est resté et que je suis en train d'appliquer sur le site, c'est l'implication active des populations locales. Cette formation m'a convaincu que les habitants ne doivent pas seulement être des bénéficiaires, mais des acteurs de la gestion du site. Donc, c'est avec eux qu'on construit. C'est avec eux qu'on construit une stratégie sur le long terme, en valorisant leur savoir-faire, leur récit, leur attachement au territoire. Je voudrais profiter pour remercier l'ambassade de France au Bénin qui a tout fait pour moi, pour que je puisse participer en son temps. Donc, j'ai la volonté quand même de renforcer cette approche au Kutamaku en travaillant notamment sur un plan d'aménagement participatif, en initiant des actions d'éducation au patrimoine auprès des jeunes, des enfants, des écoliers et des visiteurs également. Je remercie tous les organisateurs et partenaires pour cette belle opportunité et je me réjouis vraiment de poursuivre les échanges avec les autres gestionnaires rencontrés lors de cette formation et qui, à la fin, est devenu un vrai réseau pour nous les participants. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Guy, pour ton témoignage. Je passe immédiatement la parole à Brice Mathieu, qui est administrateur du domaine de Saint-Cloud, qui est géré par le Centre des Monuments Nationaux. Merci, Brice. Merci beaucoup, Soline. Je vais essayer de pas trop me répéter par rapport à mes précédents collègues qui sont intervenus, parce qu'on partage tous la qualité de cette formation. Donc moi, je suis administrateur du domaine national de Saint-Cloud, qui est situé juste à côté de Paris, dans le département des Hauts-de-Seine, qui est un grand domaine de 460 hectares, qui n'a plus de château depuis 150 ans, mais qui a encore des très beaux jardins et beaucoup de constructions secondaires. Donc site particulièrement compliqué à gérer, qui est en plein milieu d'un territoire riche d'infrastructures et d'enjeux. C'était pour moi très intéressant de participer à cette formation, qui était vraiment une découverte. Je connaissais assez peu le réseau des grands sites de France avant de pouvoir participer à cette séance intensive. Et c'était d'une richesse assez infinie. J'ai été particulièrement marqué par la qualité des intervenants, la diversité des exemples proposés, par la qualité des illustrations et des visites terrain, et en effet par cette immersion de 3 jours à la fin qui vient donner encore un regard différent par rapport à la gestion d'un site à des échelles qui vont d'une échelle micro à une échelle très macro, ce qui permet d'embrasser en fait l'ensemble des enjeux qu'un gestionnaire de site peut être amené à traverser et à gérer et à intégrer à son quotidien. Sur les enseignements principaux et les mises en œuvre, donc j'ai eu le plaisir moi de pouvoir recruter la stagiaire qui avait organisé la formation donc au sein du domaine national de Saint-Cloud pour nous aider à mettre en œuvre toute une série d'éléments qui sont des enseignements directs de cette formation. Notamment, Guy vient d'en parler très justement sur la question du territoire et de l'animation des acteurs locaux, qu'ils soient institutionnels ou des habitants et des voisins, qui sont des acteurs essentiels du quotidien d'un site. Et ce modèle de gouvernance qui est prôné par la RGSF est particulièrement inspirant et assez étonnant, et qui est quand même, avant de le connaître, on peut se dire que c'est impossible à réaliser. Et les exemples nous prouvent que si c'est possible, de mettre autour d'une table des personnes qui ont des enjeux radicalement opposés et de réussir à créer quelque chose de commun. Et ça, c'est extrêmement inspirant. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité recruter la personne qui avait aidé à la construction de cette formation, pour nous aider à mettre en œuvre ce type de gouvernance à l'échelle locale du domaine national de Saint-Cloud. Et un autre élément un peu plus secondaire, mais qui est aussi un exemple très concret d'application, qui est lorsqu'on a visité les climats des vins de Bourgogne
Bourgogne, j'ai été très sensible à l'action du grand site pour pouvoir limiter la pollution visuelle des panneaux des différents viticulteurs qui invitaient les chalands à s'arrêter chez eux, ce qui créait une espèce d'envahissement publicitaire sur un site remarquable. Et donc, à modeste échelle, on a entamé justement une réflexion complète des signalétiques directionnelles au sein du domaine pour pouvoir en limiter considérablement la quantité et d'améliorer son efficacité. Donc là, on est en train de mettre concrètement des enseignements de cette formation. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Je ne peux qu'inciter toutes les personnes autour de cet écran à se mobiliser pour participer à cette formation qui est en tout point remarquable, de l'organisation au contenu et au suivi. C'était un grand bonheur. Voilà. Merci. Merci Brice. Je crois que Guy et toi avez témoigné aussi de l'excellence qui peut provenir en fait du fait de partager des expériences et de pouvoir s'inspirer les uns des autres. Et la manière très opérationnelle dont l'un comme l'autre, vous avez su trouver finalement votre miel, pardon, dans cette formation. Voilà, je pense est assez exemplaire de ce qu'on peut trouver dans la formation et de son mode opératoire. Donc merci à tous les deux. La richesse est certes dans l'animation, mais elle est quand même beaucoup dans les participants qui viennent chacun avec leur bagage.